C'était la veille de Noël, et l'hôpital était silencieux, brisé uniquement par le son des moniteurs et le mouvement des infirmières dans les couloirs. La forte odeur d'alcool et de médicaments se mêlait au parfum des arbres de Noël que certaines familles avaient apportés pour décorer les chambres. Malgré l'humeur de la fête à l'extérieur, j'étais là seule, ressentant une douleur intense dans l'abdomen et essayant d'ignorer l'étanchéité sur la poitrine qui est venue pour une autre raison. Je m'appelle Isabelle, j'ai 33 ans et je suis allongée dans un lit d'hôpital, tenant mon téléphone avec des mains énormes. Mes enfants, jumeaux de 2 ans, sont dans le coin de la pièce en jouant avec des blocs colorés, inconscients de la situation qui se produit. L'infirmière qui me répond, une femme à l'heure calme, nommée Valérie, vérifie mon poignet pendant que ma mère crie sur l'écran du téléphone. Elle ne veut rien entendre que je dis. Répétez, avec la colère, que je ne devrais pas déranger vos plans. Elle et mon père ont acheté des billets pour un spectacle il y a des mois et n'arrêteront pas d'y aller, quoi qu'il arrive. J'essaie de discuter. Je dis que les médecins ont trouvé un saignement interne et une chirurgie urgente précise, mais ma mère s'en fiche. Mon père, toujours froid, interrompt la conversation avec une phrase qui fait plus mal que tout. Il dit que je deviens un poids, qu'ils sont à la retraite et ne veulent plus faire face à mes problèmes. Je suis silencieux, me sentant la gorge serrée, incapable de croire que j'entends cela des mêmes personnes qui ont créé le courage de demander de l'aide. Depuis que je me souviens, j'étais la fille oubliée. Ma sœur cadette, Claire, a toujours été le favori de mes parents. Si elle avait besoin de quelque chose, ils ont tout laissé tomber pour l'aider. Déjà, même quand j'étais en difficulté, j'ai toujours été traitée comme quelqu'un qui en avait trop demandé. Pourtant, je n'ai jamais cessé d'essayer de les plaire. Lorsque mon mari est décédé dans un accident de voiture il y a 6 mois, la douleur était insupportable. Il était mon seul soutien, la seule personne qui m'a vraiment mis en premier. J'étais seule pour m'occuper de mes enfants et, malgré le deuil, j'ai continué à aider mes parents financièrement. Chaque mois, il a envoyé 2 500 $ afin qu'ils puissent maintenir le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Dans ma tête, je l'ai fait par amour, croyant que la famille devrait s'entraider. Mais maintenant, alors que ma mère se plaint que je demande trop, je me rends compte que j'avais tort. Il ne ferait jamais de même pour moi. Je ressens des larmes chaudes qui coulent sur mon visage, mais je fais un effort pour ne pas pleurer devant mes enfants. Valérie, qui jusque-là regarde, met sa main sur mon épaule et dit qu'elle a une amie nommée Olivia, une nounou professionnelle, qui peut rester avec les enfants pendant que je me suis opérée. L'affection dans votre voix est différente de tout ce que j'ai reçu de ma famille ces derniers temps. Ma première réaction est d'hésiter. Comment faire confiance à mes enfants à un étranger? Mais ensuite, je les regarde. Ils sont trop petits pour comprendre ce qui se passe. Trop petits pour savoir que leurs propres grands-parents les considèrent comme une nuisance. La peur de les laisser seuls me serre la poitrine, mais je sais que je ne peux compter sur personne d'autre. Je suis juste d'accord avec ma tête et murmure un oui. Cette décision, si simple et si rapide, change tout. Mon téléphone est toujours dans ma main, la connexion avec mes parents est toujours ouverte, mais il n'y a plus rien à dire. J'entends juste la voix de ma mère, qui continue de se plaindre de la confusion que je fais et de la façon dont Claire sera également bouleversée de ne pas pouvoir aller au dîner de Noël. Elle ne s'inquiète pas si je sors vivant de la chirurgie, ne demande pas si je vais bien, ne veut pas connaître ses petits-enfants. Il ne se soucie que de vos plans. Avec un dernier aperçu de l'écran du téléphone, appuyez sur le bouton pour terminer l'appel. Pour une raison quelconque, à ce moment-là, je me souviens de mon enfance, de l'époque où j'ai essayé d'attirer l'attention de mes parents, les fois où je faisais semblant d'être malade de voir s'ils s'en souciaient. Cela n'a jamais fonctionné. J'ai toujours été la deuxième option. Mais maintenant, allongée dans un lit d'hôpital, sur le point de faire face à une procédure risquée sans personne dans ma famille à mes côtés, je me rends compte que je ne suis pas seulement une deuxième option pour eux. Je n'ai jamais été une option. Valérie m'aide à mieux m'allonger et avertit qu'Olivia est en route. Je prends une profonde inspiration et regarde à nouveau mes enfants. Si quelque chose ne va pas, si je ne quitte pas cette salle d'opération, quels seront-ils? Devront-ils grandir en écoutant les mêmes mots que j'ai entendus aujourd'hui? Devront-ils apprendre à se retourner seuls sans le soutien de qui devrait les aimer? Cette idée me fait peur plus que tout. Avant que les médecins n'entrent dans la salle pour m'emmener en chirurgie, je prends une dernière décision. Je demande à nouveau à Valérie mon téléphone et tape des messages. Le premier va à la banque. Annuler tous les transferts automatiques, à mes parents. La seconde y va directement. Je dis que je n'enverrai plus d'argent et qu'à partir de maintenant,
Je ne m'occuperai que de qui compte vraiment. J'appuie sur le bouton envoyer et pour la première fois depuis longtemps, je me sens léger. Je mets la tête sur l'oreiller et ferme les yeux. Maintenant, je ne peux qu'attendre. La salle d'opération semblait encore plus froide que la pièce que j'étais auparavant. L'odeur du désinfectant était forte et les lumières blanches du plafond ont fait arroser mes yeux. Mes bras étaient coincés à la table et le son de l'équipement environnant remplissait le silence. J'ai essayé de repousser la peur, mais je ne pouvais pas. Avant de m'endormir avec l'anesthésie, ma dernière pensée était chez mes enfants. J'ai imaginé vos petits visages, votre apparence curieuse et votre vie pleine de vie. Me manqueraient-ils? Olivia pourrait-elle les calmer s'ils pleuraient la nuit? La chirurgie a duré plus que prévu. Quand je me suis réveillée quelques heures plus tard, tout semblait déroutant. Mes paupières étaient lourdes, et la douleur dans mon corps m'a fait réaliser que le pire s'était passé. Mais il y avait encore un long chemin à parcourir. Dans les premières minutes, mon esprit était lent à s'adapter à la réalité. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé avant la chirurgie. Mes parents, le téléphone, la décision de réduire l'argent que j'ai envoyé. Une fatigue profonde m'a pris en charge. Valérie était à côté de moi, tenant un verre d'eau et souriant avec un regard aimable. Olivia est avec ses enfants, dit-elle doucement, comme si elle comprenait que c'était la plus grande préoccupation dans mon esprit. Tout va bien. Ma gorge était sèche, mais j'ai réussi à marmonner un merci. J'ai passé les 2 premiers jours après la chirurgie à dormir plus que toute autre chose. L'effet des médicaments m'a rendue étourdie, et la fatigue était si grande que même les pensées semblaient lourdes. Quand j'ai réussi à bouger mon bras sans ressentir autant, j'ai demandé à mon téléphone. Dès que j'ai allumé l'écran, j'ai vu qu'il y avait des dizaines d'appels perdus et de messages non avisés. La plupart de mes parents. J'ai lu les premiers messages. Et tous ont suivi le même modèle. Tout d'abord, une tentative de changer d'avis. Puis irritation. Et puis, des demandes désespérées. Vous ne pouvez pas nous faire ça. J'ai besoin de l'argent pour atteindre. Jusqu'à lundi. Nous sommes au milieu d'un problème grave et vous tournez le dos? Quel genre de fille fait ça? Aucun message n'a demandé à la chirurgie. Aucun n'a mentionné mes enfants. Seulement de l'argent. J'ai senti un nœud serré dans ma poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de différent. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer tout de suite. J'ai laissé le téléphone de côté et j'ai regardé la porte. La lumière du couloir a été fanée et l'hôpital était plus silencieux que pendant la journée. J'ai fermé les yeux et je suis revenue dans le temps. Je me suis souvenue de mon enfance. Je me suis souvenue des performances scolaires que ma mère n'a jamais regardées, parce que Claire avait eu des compétitions de gymnastique. Les moments où j'ai essayé de montrer mes dessins à mon père et il avait à peine regardé, toujours occupé avec quelque chose de plus important, de promesses brisées, comparaison, silence. Je me suis habituée à cela, et c'est peut-être pourquoi j'ai passé autant de temps à ignorer l'évidence. Mes parents n'ont jamais été présents dans ma vie, et j'ai passé des années à essayer de les conquérir, comme s'ils changeraient jamais. Les 3 jours suivants à l'hôpital ont été longs. Mon corps s'est rétabli lentement, et malgré l'épuisement, mon esprit était alerte. Je savais que j'étais à un point sans retour. Quand Olivia est arrivée avec les enfants pour me rendre visite, j'ai vu pour la première fois ce qui signifiait avoir quelqu'un qui s'en souciait vraiment. Elle entra dans la pièce en tenant la main d'Ethan, tandis qu'Emily était sur ses genoux. Les deux avaient l'air fatigués, mais calmes. Olivia a souri et a dit qu'ils s'étaient bien comportés, qu'ils avaient joué avec les blocs d'équitation et regardé des dessins avant de se coucher. Elle les a traités avec amour, et c'est là que j'ai réalisé que j'avais fait le bon choix. Mes enfants avaient besoin de gens pour les aimer vraiment, pas des grands-parents qui les traitaient comme un poids. J'ai tenu ses petites mains, et je me suis senti des larmes chaudes couler sur mon visage. Après que Olivia soit partie avec les enfants, j'ai remis mon téléphone. Cette fois, j'ai trouvé des messages clairs. Elle était confuse. Mes parents lui avaient dit que j'étais égoïste, j'avais cessé d'aider sans raison. J'ai donc répondu avec une seule phrase. J'ai subi une intervention chirurgicale d'urgence et ils ont refusé d'aider car ils avaient un spectacle à faire. La réponse est venue quelques minutes plus tard. Quoi? Ils m'ont dit que c'était juste un examen. J'ai regardé ces mots à l'écran. Je m'attendais déjà à quelque chose comme ça, mais même ainsi, je me suis dérangée de voir que mes parents ont continué à mentir pour éviter toute responsabilité. J'ai décidé de tout dire à Claire, sans rien cacher. Je vous ai expliqué comment j'étais laissée seule à l'hôpital avec mes enfants, comment j'ai demandé de l'aide et j'ai été ignorée, comment ils ne se souciaient que de l'argent qu'ils ont reçu de moi. Elle a été lente à répondre, mais quand elle l'a fait, son message était court.
Je n'en avais aucune idée. J'ai besoin de te parler quand je quitte l'hôpital. Cette fois, je ne me sentais pas en colère ni tristesse. Juste un étrange sentiment de soulagement. Le temps à l'hôpital m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. J'ai réalisé que je ne voulais plus vivre en essayant de plaire à ceux qui ne m'ont jamais vu comme une priorité. Et j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, je prenais des décisions en pensant à moi et à mes enfants, pas à ce que mes parents s'attendaient à ce que je fasse. La nuit avant mon décharge, Valérie est entrée dans la pièce et s'est assise dans le fauteuil à côté de mon lit. « Vous avez l'air différent », dit-elle en souriant. « Je suis différent », j'ai répondu. Le matin où j'ai été libérée, le ciel était gris et la belle pluie battait la fenêtre de la chambre de l'hôpital. Le temps semblait correspondre à ce que je ressentais à l'intérieur. Mon corps était encore faible, ma respiration semblait lourde et chaque mouvement était douloureux. Mais la pire douleur n'était pas physique. C'était le poids de la déception, la prise de conscience que j'ai passé des années à me consacrer. À des gens qui ne m'ont jamais rien donné en retour au-delà de l'indifférence. Olivia est arrivée tôt pour m'aider avec les papiers de la montée et, bien sûr, amener mes enfants. Dès que je les ai vus entrer dans la pièce, avec leurs petites faces remplies d'énergie, j'ai ressenti une étanchéité dans la poitrine. Je suis à peine rentrée chez moi. Je les ai presque laissés seuls dans le monde, sans personne pour les protéger. Mes parents n'auraient pas pensé à 2 fois avant de les envoyer dans un foyer d'accueil si quelque chose m'était arrivé. Cette idée m'a consommé plus que toute douleur de la chirurgie. Je me suis habillée lentement, avec l'aide de Valérie, qui m'a aidée à m'asseoir et à mettre mes chaussures sans forcer les poings. Elle m'a dit au revoir, avec un câlin serré et un look plein de compréhension. Je n'avais rien à dire. Je savais qu'elle comprenait ce qui se passait. Avant de quitter l'hôpital, j'ai regardé en arrière une dernière fois, comme si je voulais enregistrer ce moment dans ma mémoire. Cet hôpital n'était pas seulement un endroit où j'avais été traitée. C'est là que j'avais renommé, où j'avais enfin vu les choses comme elles l'étaient vraiment. Sur le chemin du retour, le téléphone a vibré dans ma poche. Je savais que c'était ma mère, car elle n'avait pas cessé d'appeler depuis que j'avais coupé l'argent que j'ai envoyé. Cette fois, je l'ai laissé jouer. Je ne voulais pas entendre plus d'excuses, des demandes plus vides, plus de chantage émotionnel. Je savais déjà exactement ce qu'elle dirait. Nous sommes arrivés à mon petit appartement, et Olivia avait déjà organisé tout autour de moi. Elle a apporté de la nourriture, a nettoyé l'endroit, et a assuré que les enfants allaient bien. Je l'ai regardée pendant qu'elle jouait avec mes enfants, les chatouillant et déchirant les rires. Mon cœur se serra. Mes parents n'avaient jamais montré ce genre d'affection pour eux. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait 35 messages non lus et plus de 20 appels perdus. J'ai décidé d'en lire, juste pour m'assurer ce que j'imaginais déjà. Ma mère a commencé les messages en essayant de paraître inquiet. J'ai demandé comment j'étais. J'ai dit qu'ils me manquaient. Ils voulaient avoir leurs petits-enfants. Mais à mesure que les messages avançaient, le ton a changé. Elle commençait à se plaindre de l'argent que j'avais coupé, disant qu'ils avaient des difficultés, que la banque avait déjà facturé le paiement de la maison, ce que j'étais ingrat. Le dernier message de mon père était le plus direct de tous. Il n'a pas pris la peine de faire semblant d'inquiétude. Vous ne pouvez pas simplement couper votre famille comme ça. Nous planifions notre vie avec votre aide. Maintenant, nous avons des ennuis pour vous. J'ai lu cela plusieurs fois, essayant d'absorber les mots. Ils ont planifié leur vie avec mon aide. Ils n'avaient jamais pensé qu'un jour j'avais besoin d'eux. J'ai senti que quelque chose en moi change à ce moment-là. J'ai toujours pensé que j'étais généreux. Je faisais la bonne chose pour aider mes parents, même quand ils n'ont jamais rien fait pour moi. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. Je n'étais pas généreux. J'étais en otage. Cette nuit-là, tandis qu'Olivia a endormi les enfants, je me suis assis sur la table de la cuisine, avec une feuille vierge devant moi. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire tout ce dont j'avais besoin pour organiser dans ma vie. La première chose sur la liste était quelque chose que je n'avais jamais pensé auparavant. Faire un testament. La chirurgie m'a montré que la vie est fragile et je ne pouvais pas risquer de laisser mes enfants impuissants. J'ai appelé un avocat le lendemain et j'ai pris rendez-vous pour rédiger le document. En veillant à ce que quelque chose me arrivait, Olivia garderait leur garde. Il n'y avait personne de plus fiable pour cette responsabilité. La deuxième chose sur la liste a été de réorganiser mes finances. Avec l'argent que j'arrêterais d'envoyer à mes parents, je pourrais payer une nounou fixe, améliorer la nourriture des enfants et sauver les urgences. J'ai fait tous les mathématiques, renvoie les calculs, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je pouvais avoir une vie financière stable, sans avoir à abandonner mes propres besoins. La troisième chose sur la liste
a été de réduire le contact définitif avec mes parents. Cette nuit-là, j'ai bloqué leurs chiffres et tous ceux qui pourraient essayer de me parler en leur nom. J'ai ressenti un poids hors de mon dos. Dans les jours suivants, les appels se sont arrêtés, mais d'autres formes de pression ont commencé à émerger. Tout d'abord, ma mère a appelé Claire. Il a raconté une version complètement déformée de l'histoire, disant que je traversais une phase difficile et que je rejetais la famille sans raison. Claire, qui commençait déjà à voir la vérité, était en doute et m'a envoyé un message me demandant ce qui se passait réellement. J'ai tout expliqué sans rien cacher. Il a dit que ma mère et mon père m'avaient laissée seule à l'hôpital, refusé de prendre soin des enfants et se plaignait toujours lorsque j'ai coupé l'argent. La réponse de Claire est venue vite. Je ne savais vraiment pas que c'était comme ça. Je suis désolée, Isabelle. Tu ne le mérites pas. Dans les jours suivants, ma mère a essayé d'utiliser différentes tactiques. Elle a envoyé de longs messages, faisant une victime, parlant de la blessure que je lui faisais mal. Quand il a vu qu'il n'avait aucun effet, il a essayé d'envoyer des proches qui m'ont pressée. Un après-midi, pendant que je préparais le déjeuner, j'ai entendu des coups à la porte. J'ai regardé l'œil magique et j'ai vu ma tante, Patty, à l'extérieur. Elle a toujours été la pacification. De la famille, la personne qui essaie de réparer les combats parmi tout le monde. J'ai ouvert la porte juste assez pour lui parler. « Isabelle, chérie, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Je savais exactement ce qu'elle voulait. « Il n'y a plus rien à dire, tante. » Elle soupira et remua les mains, comme si elle ne savait pas par où commencer. « Vos parents sont désespérés. La banque a déjà envoyé la notification de la dette. Ils perdent la maison. » J'ai senti mon estomac tourner, mais pas pour m'inquiéter. Pendant des années, je me suis privée tellement de choses pour aider mes parents. Et maintenant, la première fois qu'ils avaient besoin de résoudre un problème sans moi, ils étaient au bord de l'effondrement. N'ont-ils pas d'argent à payer ? J'ai demandé, sans changer le ton de la voix. Ma tante a hésité. Ils ont passé beaucoup de choses ces dernières années, mais ils pensaient qu'ils pouvaient compter sur vous. J'ai fermé les yeux pendant une seconde. Ils m'ont dit, toujours, mais ils n'ont jamais pensé que je pouvais compter sur eux. Tante, je me remets d'une opération. Elle était silencieuse. S'ils ont des difficultés, vendant les choses qu'ils ont achetées. Le bateau, la maison de vacances, la voiture de luxe, mais je ne paierai plus rien. Patty semblait surpris par ma fermeté. Peut-être que je m'attendais à ce que je cède. Alors, tu les laisseras vraiment passer par ça ? Je pars. Et j'ai fermé la porte. J'avais déjà pris trop de poids. Il était temps de les laisser porter les leurs. Les semaines qui ont suivi ont été comme un test de résistance. Même après avoir bloqué les numéros de mes parents et mis fin à tout type de contact direct avec eux, les tentatives de me joindre ne se sont pas arrêtées. Tout d'abord, les parents les plus proches, comme ma tante Patty, qui avait déjà essayé de me convaincre de reconsidérer. Ensuite, des cousins, des amis de la famille et même des connaissances lointaines ont commencé à m'envoyer des messages. Certains étaient chargés de culpabilité, d'autres étaient déguisés en préoccupation. « Isabelle, ta mère est dévastée. Tu ne peux pas au moins leur parler, au moins ? Vos parents peuvent perdre la maison. Allez-vous vraiment laisser cela se produire ? Vous avez toujours été si généreux. Pourquoi êtes-vous si dur maintenant ? » Avec chaque nouvelle tentative de manipulation, la même question résonnait. Dans mon esprit, où étaient tous ces gens quand j'avais besoin d'aide ? Où étaient-ils quand j'étais seule dans un hôpital, sur le point de subir une intervention chirurgicale, sans personne pour prendre soin de mes enfants ? Cependant, la vraie confrontation ne passerait pas par des messages ou des appels. Ils se retrouveraient face à face, au moment où je m'attendais le moins. Ce fut un après-midi calme, et je finissais d'endormir Ethan et Emily quand j'ai entendu des coups à la porte. Cette fois, les battements étaient fermes, insistants. Mon cœur s'est accéléré au même moment. Je savais qui c'était. J'ai marché jusqu'à la porte, et j'ai regardé l'œil magique. De l'autre côté, mes parents étaient mes parents. Ma mère tenait son sac serré contre sa poitrine, avec une expression tendue sur son visage. Mon père était avec ses bras croisés, avec impatience, comme s'il était là contre sa propre volonté. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, pris une profonde inspiration, et ouvert la porte juste assez pour leur parler. « Vous ne devriez pas être ici », a-t-il dit, ma voix ferme, mais sans hostilité. Ma mère s'avança, forçant un sourire nerveux. « Chérie, s'il te plaît, pouvons-nous entrer ? Nous devons parler. » J'ai gardé la porte entr'ouverte, sans intention de céder. S'il s'agit de l'argent, la réponse a déjà été donnée. Mon père renifla, secouant la tête. « Ce n'est pas seulement
Une question d'argent, Isabelle. Mais depuis que vous l'avez touché, vous nous mettez dans une situation impossible. La banque menace de prendre la maison. Nous risquons de tout perdre. J'ai regardé les deux pendant un moment. Ils avaient l'air différents. La fierté était toujours là, mais l'arrogance avait diminué. Le désespoir a commencé à l'emporter sur la posture toujours épurée qu'ils ont gardée. Vous avez toujours vécu au-delà de ce que vous pourriez payer. Vous avez toujours supposé que quelqu'un viendrait vous sauver quand les choses s'effondreraient. Maintenant, il n'y a personne d'autre pour le faire. Ma mère serra les lèvres et s'avança. Nous comptons toujours sur vous, Isabelle. Et nous n'imaginons jamais que cela nous abandonnerait de cette façon. Abandon. Le mot m'a frappé comme un coup de poing invisible, mais cela n'a pas fait de mal à ceux qu'ils voulèrent le donner. L'abandon? Vous m'avez laissé seule à l'hôpital, le jour de ma chirurgie. Vous n'avez même pas demandé si je survivrais. Mes enfants, vos propres petits-enfants, auraient pu être orphelins ce jour-là, et vous ne vous en fichiez pas parce que vous aviez des billets pour un spectacle. Ma mère a essayé d'interrompre, mais a levé la main. Maintenant, dites-moi. Qui a abandonné qui? Elle détourna les yeux alors que mon père lui serra les poings. Vous exagérez, Isabelle. C'était une erreur, oui, mais cela ne signifie pas que vous devriez nous couper de votre vie comme ça. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Vous aviez toujours des choix, et dans chacun d'eux, je n'ai jamais été une priorité. Pendant un moment, le silence a dominé le couloir. Ma mère me regardait comme si j'essayais de trouver une faiblesse, quelque chose qu'elle pouvait explorer pour me faire céder. Mon père, toujours pratique, a décidé de partir pour un autre argument. « Si vous ne voulez pas nous aider, c'est bien », a-t-il dit, sa voix froide. « Mais qu'en est-il des enfants? Ils ont besoin de grands-parents. Allez-vous les priver d'avoir une famille ?» J'ai pris une profonde inspiration, mentant une chaleur dans ma poitrine. La famille n'est pas elle qui divise le même sang. C'est celui qui est présent, qui se soucie, qui s'en soucie. Vous avez eu la chance de faire partie de leur vie et de gaspillage. Ma mère passa une main dans ses yeux, essayant de contenir les larmes, mais je ne pouvais plus me laisser emporter par ces démonstrations d'émotion. Vous êtes venu ici parce que vous êtes désespéré, mais vous ne vous avez même pas demandé comment je suis, comment était mon rétablissement, si je vais bien, si mes enfants vont bien. La seule raison pour laquelle ils sont ici est parce qu'ils ont besoin d'argent. Mon père m'a regardé, des yeux fatigués, réalisant peut-être qu'il n'y avait pas de place pour la conviction. Si c'est ce que vous voulez, d'accord, n'insistons plus. Ma mère, cependant, a toujours essayé. Fille, sommes-nous tes parents? Ne nous manquerez-vous jamais? J'ai ressenti une étanchéité sur ma poitrine. Je pourrais dire oui, que j'ai manqué d'avoir des parents pour vraiment m'aimer. Je pourrais dire que je voulais que les choses soient différentes. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est que je ne les laisserais plus pour utiliser mon besoin d'amour contre moi. Je les ai regardés, une dernière fois, absorbant l'image de deux personnes qui étaient autrefois tout ce que j'avais. Je les manquais depuis trop longtemps. Et puis j'ai fermé la porte. Ma mère a libéré un sanglot étouffé de l'autre côté. Mon père a murmuré quelque chose, peut-être une malédiction, peut-être une explosion. Je n'ai pas attendu pour savoir. Quand je me suis retournée, j'ai vu Olivia s'arrêter près de la pièce tout en regardant. « Est-ce que ça va ?» Je n'ai pas pu répondre immédiatement, mais après quelques secondes, j'ai réalisé que quelque chose en moi avait changé. Je n'allais pas bien. J'étais libre. « Oui », dis-je, sentant que mon corps se détendre pour la première fois depuis longtemps. Maintenant je me suis approchée de la chambre de mes enfants et je les ai regardés dormir, leurs petits seins montant et descendaient à un rythme calme. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé ce jour-là. Ils ne connaissaient pas les larmes que j'ai jamais renversées, la douleur que je portais depuis des années. Mais un jour, quand ils étaient plus âgés, je le disais, et ils sauraient que leur mère était assez forte pour choisir ce qui était bien. Ils sauraient que ce jour-là, j'ai finalement arrêté de chercher l'amour là où il n'a jamais existé et que, en fin de compte, la seule chose qui comptait était l'amour que je leur donnerais. Le silence qui était après la visite de mes parents était différent de tout autre que j'ai jamais essayé. Ce n'était pas le grand silence de la solitude, ni celui qui portait l'angoisse ou le doute. C'était un silence de paix, un espace vide qui était autrefois rempli d'attentes frustrées, de déceptions et d'une recherche infinie d'acceptation. Dans les jours suivants, j'ai ressenti l'impact de ma décision d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il n'y avait plus de connexion insistante, de messages de culpabilité ou de proches essayant d'intervenir. C'était comme si, soudain, ils avaient compris que je ne céderais plus la place. Ma sœur Claire était la seule exception. Quelques semaines après la confrontation avec mes parents,
Elle est apparue à ma porte avec une expression incertaine, tenant un sac avec de la nourriture maison. « Je ne veux pas discuter », a-t-elle immédiatement dit. Je voulais juste savoir comment. « Tu vas ». Pendant un moment, je ne savais pas à quoi répondre. Elle n'était jamais venue chez moi sans raison liée à nos parents. Elle a toujours été leur messager, ce qui a apporté des messages déguisés en préoccupation. Mais cette fois, cela semblait différent. « Je vais bien », dis-je, la regardant avec prudence. Elle hocha la tête, entra et regarda autour de lui. L'appartement était plus confortable que jamais. Olivia avait aidé à redépairer certaines pièces, ce qui rend tout plus fonctionnel pour ma récupération. Il y avait des jouets dispersés sur le sol du salon, des vêtements pliés sur le canapé et l'odeur du thé nouvellement fait. Claire s'est assise lentement, en regardant ses propres mains, avant de parler à nouveau. « Je leur ai parlé après ce jour », a-t-elle dit, sans avoir à spécifier qui ils étaient eux. « Maman a pleuré, a dit que tu étais cruel. Papa s'est mis en colère. Mais, après un certain temps, les choses ont changé. J'ai croisé les bras et j'ai attendu. Papa avait un problème de santé, hypertension artérielle. Le médecin a dit qu'il devait changer son style de vie et je pense que cela l'a ému. Pour la première fois, il a parlé de ce qui vous est arrivé à l'hôpital sans essayer de se justifier. J'ai senti ma poitrine serrée avec ces informations. Même après tout, je ne voulais pas que quelque chose de mal arrive à mon père. Ils essayent de changer, Isabelle, a poursuivi Claire. Ils ont suivi une thérapie ensemble. Maman m'a montré une lettre qu'il vous a écrite, mais a dit qu'il ne savait pas s'il devait l'envoyer. Je suis resté silencieux, absorbant tout. Je ne suis pas là pour vous demander de leur pardonner ou de leur parler à nouveau. Je voulais juste que vous sachiez que, pour la première fois, je pense qu'ils ont vraiment compris. Je ne savais pas si je le croyais. Les mots étaient faciles, mais changer les attitudes a pris du temps. Et pourtant, une partie de moi voulait croire que c'était possible. Cette rencontre avec Claire a marqué un nouveau chapitre de ma vie. Pour la première fois, j'ai commencé à me permettre de vivre sans regarder en arrière. Mes enfants grandissaient entourés d'affection. Olivia a continué à m'aider, non seulement en tant que nounou, mais en tant qu'amie. Ma petite entreprise de design a commencé à prospérer, et finalement j'ai pu construire une réserve financière pour l'avenir. Un jour, lors de l'ouverture de ma correspondance, j'ai trouvé une enveloppe avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main. Je lis lentement, absorbant chaque mot. J'ai eu le temps de penser à tout ce qui s'est passé. Je sais que je vous ai échoué. J'ai choisi tant de fois pour ignorer vos besoins parce que j'étais trop occupée à m'inquiéter pour le mien. Je sais que je ne peux pas défaire les erreurs du passé, mais je voulais que vous sachiez que j'étais profondément désolée. Vous avez toujours été fort, et peut-être que cela m'a effrayée. Oui, et je n'étais pas là. La lettre s'est poursuivie, avec des excuses, reconnaissant les choses que ma mère n'avait jamais admises auparavant. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est la fin. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardiez. Je ne m'attends pas à ce que vous l'oubliez. Mais si jamais vous voulez essayer de recommencer, je serai ici. Et je vous promets que cette fois j'entendrai avant de parler. J'ai pris une profonde inspiration lorsque j'ai fini de lire. Je ne savais pas si un jour je voulais recommencer, mais sachant que ma voix avait finalement été entendue, était plus que ce que j'avais imaginé recevoir. Cette nuit-là, alors que je dudais mes enfants, je me suis assis sur le bord du lit et que je les ai regardés. Ethan, Émilie, marmonnai-je, passant ma main sur leurs cheveux fins. Vous n'aurez jamais besoin de chercher l'amour dans les mauvais endroits. Ils ne se demanderont jamais s'ils sont une priorité pour moi. Ils sauront toujours qu'ils le sont, parce qu'en fin de compte, c'était la plus grande leçon que je pouvais porter. Je n'avais plus besoin de l'amour que je cherchais toujours à mes parents. L'amour que j'ai donné à mes enfants était suffisant. Et enfin, j'étais libre. Si vous êtes arrivés ici, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous dû couper des liens avec quelqu'un pour vous protéger? Comment cette expérience a-t-elle été pour vous? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci.